opter pour une organisation simple et lisible à partir des paramètres suivants. Par exemple, faciliter le recueil de performances. Il me semble qu'on n'a pas besoin, notamment au collège, de mesurer au centimètre près. On peut définir des zones qui sont balisées par des plots. Et on atteint la 5e zone, la 6e zone, la 7e zone, avec des repères de distance qui sont à plus ou moins 1 mètre, plus ou moins 50 cm, en fonction de la matérialisation du dispositif. Mais vous voyez, je pense qu'on n'est pas obligé d'être dans la performance au centimètre ou la performance au millimètre pour engager les élèves dans une réelle expérience athlétique. Par exemple, proposer des engins qui soient adaptés aux ressources des élèves, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc je ne reviens pas là-dessus. Et enfin, produire des thèmes de travail qui soient plutôt réduits à l'échelle de la séquence d'enseignement, parce que comme je vous le disais, cette séquence d'enseignement, elle comporte la caractéristique suivante, eh bien elle est fracturée. Elle est fractionnée entre à minima 2 activités. Donc on ne peut pas tout aborder, donc il faut faire des choix. Et des choix d'acquisition qui sont à la fois simples et ambitieux. Parce que attention, il ne faut pas confondre simplicité et simplisme. La simplicité n'est pas le simplisme. La simplicité, c'est être capable de faire des choix qui, à un moment donné, vont alléger le niveau de complexité, notamment pour l'enseignant, tout en restant ambitieux en matière d'apprentissage. Alors, je terminerai, et c'est mon avant-dernière diapositive avant un propos de conclusion, par vous présenter une forme de combiné athlétique possible. Alors là encore, c'est une forme possible parmi d'autres, hein. Il n'y a absolument pas de dogme, mais simplement pour vous donner quelques repères en relation à ce que j'évoquais tout à l'heure. Donc plutôt du demi-fond comme épreuve de course, je vous propose un combiné avec une course et un lancer. Plutôt du demi-fond et plutôt une course au temps. Pourquoi la course au temps? Parce que c'est plus facile à mettre en place le demi-fond que le relais, et parce que la course au temps est également plus facile à mettre en place qu'une course en distance. Parce que vous avez tous vos élèves qui vont terminer en même temps. Donc ça suppose que dans la rotation, par exemple, des vagues, si jamais il y a des équipes dans le cadre du combiné, avec des temps de récupération qui sont choisis, etc., ça simplifie le travail. Il me semble aussi qu'une course au temps, c'est plus équitable. Parce que la particularité, quand vous proposez une course en distance, je sais pas, par exemple un 1000 mètres, c'est que les élèves vont réaliser des performances différentes. Donc être capable de faire le 1000 mètres pour certains en 4 minutes, pour d'autres en 6 minutes, et n'investissent pas nécessairement les mêmes filières d'effort. Donc, de fait, il y a plus d'équité à proposer une course au temps, car les filières d'effort sont investies significativement de la même manière par les élèves. En lancer, je proposerai, et on va le vivre demain, du lancer de cerceau. Alors pourquoi du lancer de cerceau? D'une part parce que je trouve que c'est original, et c'est une manière originale de faire entrer les élèves dans le monde des rotations. Et on voit très peu de lancers en rotation à l'école. Pourquoi? Parce que ce sont des lancers qui sont jugés complexes. Ils sont complexes si jamais on fait du disque, si jamais on fait du marteau. Alors, le marteau, j'en ai pas parlé, mais je ne l'aborde pas. Mais si jamais on fait du disque, c'est complexe parce que la tenue de l'engin rend de fait complexe la possibilité de s'exprimer avec l'engin. Pour le dire autrement, construire des principes de mise en place de la volte, quand vous pensez systématiquement à la main, c'est impossible. Parce que vous n'avez pas automatisé des coordinations motrices qui vous permettraient d'être efficace en pensant à ce que vous faites avec votre main, tout en pensant à ce que vous faites avec vos pieds. Donc c'est compliqué. Par contre, si on n'est plus en train de tenir un disque, mais en train de tenir un cerceau ou un anneau, ça change tout, parce que c'est pas compliqué à tenir. Et qu'on peut proposer aux élèves des registres d'expression corporelle et des registres de motricité qui sont indexés à des principes d'action pour lancer le mot. D'accord? Et je tâcherai de vous faire vivre demain, vous allez voir cette expérience-là. L'autre particularité, me semble-t-il, c'est qu'on lance loin, à la fois symboliquement, mais aussi concrètement et pragmatiquement. Vous allez voir, je suis sûr que demain, s'il y en a certains parmi vous qui sont là, il n'y en a pas un qui fait moins de 20 mètres au lancer de cerceau. Et vos élèves, c'est pareil. Et quand je dis moins de 20 mètres, je suis gentil. Vous allez faire, pour certains, 40 mètres, 45 mètres, 50 mètres. Parce que ce sont des engins qui volent. Et que quand on lance loin, on a envie de voir son engin voler. Remettez-vous dans la peau d'un élève qui se lance le poids sur les pieds, c'est pas valorisant. Mettez-vous dans la peau d'un élève qui est capable, alors même qu'il est fluet, de s'engager corporellement pour que son engin vole, qu'il ait le temps de le voir voler. C'est valorisant.
c'est valorisant et ça participe d'un imaginaire du lancer loin qui est de mon point de vue à installer dans le cadre des pratiques athlétiques en lancer. Enfin, je reviens sur deux choix qui sont des choix connexes. Le choix d'une performance cible. En lancer, la performance cible, par exemple, elle peut être calculée assez simplement avec le différentiel performance sans élan, performance avec élan. Moi, le repère que je prends, c'est 15%, 30%. 30% pour les engins légers, 15% pour les engins lourds. Je vous donne un exemple très concret. Imaginons que je lance à 20 mètres avec un vortex, que je lance à 20 mètres sans élan. Ma performance cible à atteindre avec un élan défini, ça va être 26 mètres. Parce que 26 mètres, c'est mon record plus 30%. D'accord ? Même chose pour un engin lourd, en appliquant un coefficient qui est un petit peu différent, parce que c'est un peu plus complexe de gagner des mètres avec un engin lourd. Donc 15%. Ça, ce sont des repères que moi j'utilise, et en club pour jauger le niveau des élèves et leur capacité à se saisir et à profiter de l'élan, et en contexte scolaire. Enfin, une organisation de la classe en équipe, parce qu'il est toujours possible d'organiser des équipes dans le cadre des pratiques athlétiques, et là encore une fois, je citerai De Linière dans un article de 2003 qui s'intitule « La culture oubliée », et je trouve que cet article nous rappelle à un certain nombre d'éléments fondamentaux. Les activités sportives, quelles qu'elles soient, sont avant toute chose des aventures collectives, et que les élèves ont peut-être davantage de chances à s'investir dans des formes de pratique s'il y a une émulation collective, s'il y a un principe d'interdépendance, de score cumulé qui est mis en place, avec des équipes qui peuvent être pérennes, pourquoi pas, dans le cadre de la séquence d'enseignement, pour aider les élèves à construire des repères, et notamment des repères en termes d'entraînement et de co-entraînement. D'accord ? Et vous verrez demain qu'en relais vitesse, je vous proposerai des modalités d'échauffement qui sont justement articulées autour de ce principe. C'est une activité dite sociale et collective. Il faut donc, du début à la fin de l'activité, être en groupe. Et y compris s'échauffer en groupe, et ne pas s'échauffer tout seul. Et s'échauffer en groupe avec l'autre. Vous allez voir qu'il y a des choses qui sont très simples que l'on peut faire pour aller dans ce sens-là. Enfin, j'en terminerai avant de vous laisser la parole et puis d'échanger avec vous sur la base des propositions que je vous ai soumises ce soir. Je vais avoir un propos conclusif très synthétique en citant Alain Solé dans un texte en 2006 dit, je pense, l'essentiel de ce qu'il y a à dire autour de la didactisation des pratiques athlétiques. Je le cite, « Ce qui compte, en EPS sous-entendu, c'est que les élèves vivent une expérience athlétique de même nature que celle vécue par l'athlète confirmé et qu'ils déploient la même activité pour affronter les mêmes problèmes essentiels et vivre les mêmes émotions. Ça, c'est ce qui compte, mais ça ne suppose pas que nous investissions obligatoirement les pratiques sociales de référence pour le faire. Nous pouvons permettre aux élèves de vivre des expériences culturelles authentiques en leur permettant de s'engager dans des formes de pratiques atypiques. » Je vous remercie. Donc on est en petit comité, donc n'hésitez pas, si vous avez des remarques, des questions, des critiques, s'il y a des choses qui bouleversent aussi un peu vos représentations. Hein. L'idée, c'est, je pense en tout cas que c'est une valeur qui est chère à la EPS, d'être aussi sur le débat et la controverse, parce que ce sont des positions qui ne sont pas nécessairement identiques, qui nous font progresser et avancer dans les échanges qu'on peut avoir. Donc voilà, moi je suis ouvert à vos remarques, des anecdotes, des récits d'expérience, des questions, des critiques, tout ce qui vous passe. Alors, j'ai une petite critique pour commencer, c'est peut-être un petit peu trop clair, du coup, quand on va intervenir, on va passer pour des blaireaux. Mais ceci mis à part, je voudrais que tu reviennes notamment pour les étudiants sur combien de temps il t'a fallu pour construire ça, parce que j'imagine que tes partis pris, tes choix, c'est pas tout de suite, ça t'est pas tombé dessus comme ça. Est-ce que tu peux juste reconstruire comme ça ton parcours, pourquoi tu as sélectionné
telle ou telle option et telle ou telle référence. Hein. Je pense à Lula Lobé ou à Pradé, par exemple. Merci pour ta question, Laurent, parce que tu as raison, c'est toujours important de s'interroger sur son propre cheminement. Et ça fait du bien et ça permet de se réinterroger soi-même. Moi, je répondrai en 2 temps. Alors, dans un premier temps, j'ai été athlète. J'ai un vécu d'athlète qui m'a toujours, je pense, constitué et forgé. Et j'ai toujours été un amoureux de l'athlétisme. J'ai eu une expérience d'athlète, j'ai eu une expérience d'entraîneur en athlétisme, avec différentes responsabilités, différentes casquettes. J'ai entraîné différentes disciplines athlétiques. Et donc, je pense que je me suis construit un bagage athlétique qui vaut ce qu'il vaut, mais sur la base de ma pratique en tant qu'athlète et en tant qu'entraîneur. Donc ça, c'est un premier point. Après, dans le cadre de mon parcours universitaire et dans le cadre des échanges professionnels que j'ai pu avoir avec mes pairs, je pense qu'il y a des autrui significatifs qui m'ont marqué, pour reprendre ce terme dérivé de l'interactionnisme méthodologique symbolique, des autrui significatifs, donc des personnes qui à un moment donné font référence dans le cadre de mon parcours et dans le processus identificatoire. Je pense par exemple à Marc Chevalier, qui a été un enseignant que j'ai eu la chance de côtoyer au STAPS de Bobigny, STAPS dans lequel j'ai fait mes études. Je pense à Thierry Chauffin, qui m'a formé sur l'oral de spécialité athlée et que j'ai eu la chance de côtoyer aussi. Je côtoie toujours aujourd'hui, mais avec des rapports un peu différents. Je pense par exemple à Michel Pradet, que je ne connais pas, mais que j'ai beaucoup lu, que j'ai beaucoup vu, que j'ai beaucoup entendu, et finalement qui est un personnage qui m'a marqué également. Je pense à Frédéric Aubert. Voilà. Il y a un certain nombre de personnes que j'ai pu rencontrer par le filtre de mes lectures et qui m'ont aidé, je pense, à mûrir, là encore, les propositions que je vous fais, qui valent ce qu'elles valent, mais qui se situent à cet endroit-là. Par rapport à votre situation, j'aimerais savoir comment vous fonctionnez au niveau des groupements des élèves, c'est-à-dire que vous les mettez par 2, par 3, par 4, parce que justement, en référence à Chauffin, lui nous dit que c'est plus avantageux de, comme vous dites aussi, de privilégier les groupes homogènes entre les élèves pour que justement le travail soit efficace. Donc est-ce que vous les mettez par 2, par 3, par 4, par 5 Merci, c'est une bonne question et vous verrez, vous allez le vivre demain. En matière d'organisation et en relais vitesse, moi je fais le choix de constituer des équipes de 3 qui viennent travailler ensemble. Donc, finalement, ça fait des groupes de 6 qui viennent travailler ensemble selon la situation. Mais une équipe de 3, pourquoi? Parce qu'il me semble important d'avoir toujours à minima 2 pratiquants et un chronométreur ou observateur potentiel. Et des équipes de 3 qui peuvent se lier entre elles, parce que notamment quand elles se lient entre elles, on a la possibilité d'avoir 2 pratiquants, d'avoir un starter, d'avoir un chronométreur et d'avoir 1 voire 2 observateurs. Et je trouve que travailler à partir de groupes pairs, en l'occurrence 2 équipes de 3 qui donnent une équipe de 6, c'est plutôt intéressant en relais vitesse. Encore une fois, tout dépend de ce que tu engages comme travail avec les élèves, mais moi j'y trouvais une sorte d'équilibre dans la constitution des équipes et surtout dans les rotations entre les élèves. Est-ce que vous utilisez beaucoup d'aménagement du milieu? Vous êtes beaucoup sur la répétition, démonstration en athlétisme? Alors les deux. L'aménagement du milieu a du sens, par contre il doit avoir du sens en référence à des intentions particulières. Typiquement, et vous verrez peut-être demain si vous êtes là, moi je construis le départ à partir de 2 plots, 2 grands plots de chantier, vous voyez, des grands plots orangés et blancs. Et ce sont 2 plots que je place de part et d'autre de l'élève en demandant aux élèves de poser les mains sur les plots. Et en fait, poser les mains sur les plots pour prendre le départ, ça permet de construire artificiellement le déséquilibre avant. Il n'y a pas de construction de vitesse et de recherche de vitesse sans installer ce déséquilibre avant. Alors ce que font les élèves au départ, et je me permets de le faire ici pour vous montrer, c'est qu'ils posent les mains sur les plots, mais ils trichent un peu. Les pieds sont à peu près au niveau des épaules et les fesses sont reculées. Donc ils sont en situation d'équilibre. Donc la deuxième consigne que je leur donne, c'est de poser les mains sur les plots et de reculer les pieds. De façon à ce que le bassin, s'il est projeté verticalement, il soit projeté en avant des pieds. Et quand je suis dans cette position-là, les pieds reculés, les fesses rentrées, je suis en situation de déséquilibre avant. Et la première action et la première intention, c'est de chercher à me rattraper. Comment? En engageant les segments vers l'avant. Donc de commencer à construire des principes de mise en action qui sont fondamentaux pour aider les élèves à courir vite. Donc c'est un exemple parmi d'autres qui vaut ce qui vaut, et je pense que le matériel il a du sens en athlétisme à la condition d'être utilisé avec intentionnalité. S'il y a des intentions qui structurent l'aménagement matériel, ces intentions et cet aménagement peuvent donner lieu, en effet, à des choses intéressantes.
mais néanmoins, des consignes, des contenus, de la répétition, ça participe bien évidemment aussi à l'apprentissage. Je voulais revenir sur donc, votre proposition avec le voleur et son complice. Donc, vous nous dites qu'en condition, c'est que les élèves aient déjà créé cette prise de marque au sol. Comment déjà vous construisez cette prise de marque au sol? Et est-ce que le choix, par exemple, du chat et de la souris, donc qui se rapproche beaucoup de cette situation, peut être en quelque sorte une simplification de cette situation pour après la faire évoluer avec le voleur et son complice pour justement apporter ce lien entre les situations et les leçons pour Tout à fait. Je la construis justement avec une situation alors que j'appelle, selon les contextes et selon les élèves, l'aigle et la souris, le chat et la souris. Mais c'est une situation finalement où les élèves vont tâtonner avec un élève qui est placé dans la peau de la souris, qui doit chercher à fuir, mais qui doit, pour marquer des points, fuir à un moment opportun, avec des lattes repères qui sont constitués, qui sont positionnés dans le couloir. L'idée, c'est de chercher à trouver le bon dosage. Et donc, tu vois, en tâtonnant, les élèves vont construire des repères de distance pour que possiblement ces repères de distance puissent permettre d'arracher le chasuble. Et si jamais ces repères de distance permettent d'arracher le chasuble, eh bien, en allant vers la situation du voleur et son complice, on construit les principes de l'opposition coopérative. Donc, je pense qu'en athlétisme et en relais vitesse, il ne faut pas s'affranchir du tâtonnement. Le tâtonnement, c'est quelque chose de plutôt intéressant parce que ça oblige les élèves à travailler, à construire des repères par eux-mêmes, à partir d'un cadre définitionnel que vous donnez. Et je pense que le tâtonnement en matière de pédagogie d'une manière générale, c'est quelque chose de positif parce que ça permet aux élèves de travailler sur fond d'autonomie ou d'autonomisation. Donc moi je suis plutôt à l'aise avec cette idée-là, en donnant des repères aux élèves pour pas qu'ils tâtonnent n'importe où. C'est cette idée de proscrire, donc finalement d'ouvrir les possibles tout en limitant et en réduisant le champ des possibles, mais qu'à un moment donné, tu vois, ce soit les élèves qui puissent tâtonner dans une situation en répétant pour trouver quelque chose qui puisse correspondre à l'esprit de la diade. Et donc justement par rapport à ces repères que vous avez ciblés, c'est par exemple combien? C'est aux alentours de 8-10 mètres, c'est ça? Globalement, moi les repères que je donne au départ, c'est la première latte elle est placée à 3 mètres, ensuite je place généralement 5 lattes tous les 1 mètre. Donc 3, 4, 5, 6, 7, avec comme repère le fait que les élèves, normalement 1 mètre de distance entre les lattes, ça me semble bien, mais ils ont la possibilité, là encore en tâtonnant, de poser des repères intermédiaires à 50 cm, en fonction du profil, pour aller vers une individualisation des besoins. Et ça, ce sont les repères au départ que j'installe.